Tu n'arriveras jamais à rien. Lors d'un dîner de luxe à New York, mon père s'est moqué de mon portefeuille vide. En tant que puissant cadre financier, personne n'osait le défier jusqu'à ce que son principal partenaire bancaire se lève et annonce « En fait, Madame Grace vient de devenir milliardaire ». J'ai souri alors que la stupeur envahissait le visage de mon père. Il n'avait jamais imaginé que tout avait été sous mon contrôle depuis le début. Je me tenais sous le grand auvent du Sterling Crown Society la veille de Noël, regardant mon souffle expirer se cristalliser dans l'air glacial de Philadelphie. 7 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais occupé le même espace que mes proches. 7 ans depuis que mon père avait déclaré que je ne deviendrais jamais rien de valeur. Et maintenant, me voici, vêtu d'une robe noire discrète qui aurait pu être achetée dans n'importe quel magasin ordinaire, tenant un sac à main valant moins que les amuse-gueules servis à l'intérieur de ces murs. J'avais choisi cette apparence délibérément. Je voulais observer leurs expressions. J'avais besoin de découvrir si quelque chose avait changé ou s'ils me regarderaient toujours avec ce regard familier de déception incarnée. Le portier a hoché la tête à mon approche. Mon nom ne signifiait rien pour lui quand je l'ai donné. Pourquoi le devrait-il? Pour le monde extérieur, Vivian Ashford était une personne insignifiante, un fantôme qui avait disparu des couloirs prestigieux de la société de Philadelphie pour ne jamais y revenir. Mais je possédais une connaissance qu'il n'avait pas. J'ai poussé la lourde entrée en verre et je suis entré dans un hall dégoulinant de lustre en cristal et de l'odeur indubitable de la richesse héritée. Un quatuor à cordes jouait quelque part au loin, tandis que des serveurs en vestes blanches impeccables transportaient des plateaux en argent chargés de champagne. C'était le domaine de mon père, le royaume des titans de Wall Street et des dynasties bancaires, où la valeur d'une personne se mesurait en portefeuille d'investissement et en lignée familiale. J'avais autrefois appartenu à ce monde, ou du moins, j'avais essayé. Le maître d'hôtel m'a guidé à travers un labyrinthe de salles à manger privées jusqu'à celle réservée au rassemblement de Noël de la famille Ashford. J'ai hésité sur le seuil, me ressaisissant. À travers les panneaux de verre dépoli, je pouvais observer des silhouettes bouger et entendre le grondement profond de la voix de mon père commandant l'espace, comme il l'avait toujours fait. Preston Ashford, directeur général d'Ashford Capital, un homme qui avait bâti un empire sur l'argent des autres et sa propre conviction inébranlable qu'il ne se trompait jamais, jamais. J'ai ouvert la porte. Toutes les conversations ont cessé. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère, Cordelia, était assise, figée, un verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Mon frère, Sterling, se tenait près de la fenêtre, son expression passant par la surprise, la culpabilité et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Sa femme, Béatrice, a pressé sa paume contre sa poitrine comme quelqu'un assistant à une collision au ralenti. Et là, à la tête de la table, était assis mon père. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir. L'argent dans ses cheveux s'était répandu, et de nouvelles rides creusaient de profonds sillons autour de sa bouche, mais ses yeux restaient inchangés, froids et calculateurs, mesurant tout et tout le monde par rapport à une norme invisible que lui seul comprenait. « Vivian » a-t-il dit. Mon nom est sorti comme une action qui avait sous-performé. « Tu es vraiment venu. Tu m'as invité. » Je l'ai fait. Je pensais que le temps t'avait peut-être appris quelque chose. Il a fait un geste vers une chaise vide à l'extrémité de la table, aussi loin de lui que physiquement possible. Assieds-toi. Nous étions justement en train de discuter du nouveau partenariat avec Crane Investissement. J'ai pris ma place sans un mot. Un serveur est apparu à mon coude, offrant du champagne. Je l'ai accepté, bien que je n'ai pas bu. J'avais besoin de mon esprit vif ce soir. La conversation a repris, bien qu'elle se soit déroulée autour de moi plutôt que de m'inclure. Mon père a parlé longuement de ses projets d'expansion, de ses brillantes stratégies, de son succès inévitable. Les autres invités, des associés et des amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance, hochaient la tête comme des marionnettes. Personne ne m'a demandé où j'avais été. Personne ne s'est enquis de ce que j'avais fait pendant 7 ans. J'aurais tout aussi bien pu être un meuble. 30 minutes après le début du repas, mon père a posé son couteau et sa fourchette avec une précision délibérée. Il a tamponné ses lèvres avec sa serviette et a tourné son regard vers moi. « Alors, Vivian, je dois te demander. » Sa voix a traversé la table, faisant taire toute autre conversation. « Travailles-tu toujours dans ce restaurant, ou as-tu enfin trouvé un vrai travail ?» La question était conçue pour humilier. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. « Je vais bien, père. »« Bien. » Il a répété le mot avec un léger sourire.
bien est ce que disent les gens médiocres quand ils n'ont rien à montrer. Il a regardé autour de la table, s'assurant que tout le monde regardait. Sais-tu ce que je valais à ton âge, Vivien? J'avais déjà fait mon premier million. J'étais au conseil d'administration de 3 sociétés. Je construisais quelque chose. Je me souviens. Et qu'as-tu construit? Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, écartant les mains. Que as-tu à montrer pour 31 ans de vie? Un studio quelque part? Une voiture d'occasion avec 200 000 miles au compteur? J'ai senti la chaleur familière monter dans ma poitrine. La vieille colère, la vieille honte. Un instant, j'ai eu à nouveau 24 ans, debout dans son bureau pendant qu'il me disait que j'étais un potentiel gâché, un échec, une fille qu'il aurait souhaité ne jamais avoir. Mais je n'avais plus 24 ans. J'ai assez, ai-je dit doucement. Mon père a ri. Ce n'était pas un son aimable. Assez. Écoutez-la, tout le monde. Elle a assez. Il a secoué la tête. Sais-tu quelle est la différence entre les gens qui ont assez et les gens qui ont tout? L'ambition, la détermination, la volonté de faire ce qu'il faut. Preston. La voix de ma mère était à peine plus qu'un murmure. Ce n'est peut-être pas le moment. Non, Cordelia. C'est exactement le moment. Il m'a fixé de ce regard froid. Je t'ai invité ici ce soir parce que je voulais te donner une dernière chance, une dernière occasion d'admettre que j'avais raison depuis le début. Tu aurais dû rejoindre l'entreprise. Tu aurais dû apprendre les affaires de la famille. Au lieu de ça, tu as tout jeté pour un rêve ridicule de technologie et d'ordinateur. Il a pris son verre de vin et en a fait tourner le contenu. Alors dis-moi, Vivien, quand tu regardes ton portefeuille vide et ta vie vide, comprends-tu enfin ce que tu as abandonné? La table était silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Je pouvais sentir le poids de leur jugement, leur pitié, leur satisfaction tranquille de voir Preston Ashford remettre sa fille rebelle à sa place. J'ai posé ma serviette et j'ai rencontré le regard de mon père. Je comprends beaucoup de choses, père. Il a attendu, s'attendant à ce que je m'effondre, à ce que je m'excuse, que je m'en dise son approbation, que j'admette qu'il avait eu raison et que j'avais été stupide. Au lieu de cela, j'ai souri. C'était un petit sourire, à peine visible, mais quelque chose en lui l'a fait hésiter. Un instant, une lueur d'incertitude a traversé son visage. L'expression d'un homme qui venait de réaliser que la partie d'échecs qu'il pensait gagner ne se déroulait peut-être pas comme prévu. Il ne savait pas. Aucun d'entre eux ne savait. Ils ne connaissaient pas le fond que j'avais construit à partir de rien. Ils ne connaissaient pas les algorithmes que j'avais créés, les investissements que j'avais faits, l'empire silencieux que j'avais assemblé pendant qu'ils faisaient semblant que je n'existais pas. Ils ne savaient pas que le partenaire bancaire que mon père était si désespéré d'impressionner, Montgomery Crane lui-même, était assis dans cette même pièce, conscient de qui j'étais exactement. Ils ne savaient pas que j'étais la fondatrice de VA Partners. Ils ne savaient pas que je valais plus que tout le monde à cette table réunie. Mais ils le sauraient. Avant la fin de la soirée, ils sauraient tout. Et mon père, l'homme qui m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien, qui m'avait chassé et m'avait traité de nul, qui s'était moqué de mon portefeuille vide devant ses riches amis, comprendrait enfin à quoi ressemblait le véritable karma. J'ai levé ma coupe de champagne et j'ai pris une seule gorgée délibérée. La trahison avait commencé il y a 7 ans. Ce soir, elle prendrait fin. J'ai grandi dans une maison qui ressemblait à un musée et qui donnait l'impression d'être un tribunal. Le domaine des Ashford s'étendait sur 12 acres de pelouse manucurée à Bedford Hills, New York. Une demeure géorgienne de 23 pièces, un personnel de 9 personnes et suffisamment de meubles anciens pour remplir une petite salle des ventes. De l'extérieur, c'était le rêve américain rendu tangible. 4 colonnes blanches encadraient l'entrée. Une allée circulaire de pierre polie passait devant une fontaine qui fonctionnait toute l'année, même en hiver, lorsque la seule facture de chauffage aurait pu nourrir une famille pendant des mois. Mon père avait acheté la propriété l'année de ma naissance, en 1993, comme un monument à sa propre réussite. Il avait alors 31 ans, le même âge que moi aujourd'hui. Il contrôlait déjà l'une des sociétés de valeurs mobilières à la croissance la plus rapide de Wall Street. Il avait déjà gagné ses 10 premiers millions. La maison était censée être un symbole de ce que le travail acharné et l'ambition pouvaient accomplir. Au lieu de cela, elle est devenue une prison. Mes premiers souvenirs sont de silence. Pas le genre de paix qui s'installe dans une maison la nuit, mais le calme tendu et vigilant de personnes qui ont peur de faire des erreurs.
Ma mère se déplaçait dans les pièces comme un fantôme, arrangeant les fleurs, supervisant le personnel, s'assurant que tout était parfait pour le retour de mon père. Elle n'élevait jamais la voix. Elle ne se plaignait jamais. Elle existait simplement en marge de sa vie, reconnaissante de l'attention qu'il choisissait de lui accorder. Sterling était différent. Mon frère est né 3 ans avant moi. Et dès son premier souffle, mon père l'a revendiqué. Sterling hériterait de l'entreprise. Sterling perpétuerait le nom de la famille. Sterling deviendrait tout ce que Preston Ashford avait toujours rêvé d'être. Et moi, j'étais une pensée après coup, une pièce de rechange. La fille que mon père n'avait pas prévue et dont il n'a jamais vraiment su quoi faire. Le favoritisme était si constant que j'ai cessé de le remarquer. De la même manière que l'on cesse de remarquer le bruit de la circulation quand on vit près d'une autoroute. Sterling a reçu une voiture pour son 16e anniversaire. Une BMW neuve avec un ruban enroulé autour du capot. Quand j'ai eu 16 ans, mon père a complètement oublié. Ma mère m'a donné une carte avec $200 à l'intérieur et s'est excusée avec ses yeux. Sterling passait ses étés en stage chez Ashford Capital, apprenant le métier depuis la base. Mon père l'emmenait à des dîners de clients, le présentait à des sénateurs et des PDG, le préparait à la grandeur. Pendant ce temps, on attendait de moi que je reste à la maison, que je reste silencieuse et que je ne dérange pas. Noël était le pire. Chaque année, mon père organisait une somptueuse fête de Noël pour ses associés et leurs familles. La maison se remplissait d'hommes puissants en costumes coûteux, leurs femmes dégoulinant de diamants, leurs enfants s'entraînant déjà à l'art de paraître importants. Un décorateur professionnel transformait la demeure en un pays des merveilles hivernales. Des traiteurs préparaient un festin qui aurait pu nourrir une centaine de personnes. Des musiciens jouaient des chants de Noël dans le grand hall pendant que les invités sirotaient du champagne et se félicitaient de leur succès. Je n'ai jamais été autorisé à y assister. Année après année, je regardais depuis le couloir de l'étage l'arrivée des invités. Je pressais mon visage contre la rampe, apercevant des bribes du monde scintillant en bas. Ma mère m'envoyait au lito, promettant que l'année suivante serait différente. L'année suivante, je serais assez grande. L'année suivante, mon père changerait d'avis. Il ne l'a jamais fait. Le message était clair, même si personne ne l'a jamais dit à voix haute. Sterling appartenait à ce monde de richesse, de pouvoir et de possibilités infinies. Pas moi. Mon père regardait son fils et voyait un reflet de lui-même. Quand il me regardait, il ne voyait rien qui vaille la peine d'être cultivé. L'école n'offrait aucune échappatoire. J'ai fréquenté la même académie privée d'élite que Sterling, j'ai parcouru les mêmes couloirs polis, je me suis assise dans les mêmes salles de classe lambrissées. Mais là où les professeurs louaient le leadership naturel et le sens des affaires de mon frère, ils semblaient perplexes face à mes intérêts. J'aimais les mathématiques, mais pas le genre qui impliquait des bilans et des marges bénéficiaires. J'étais fasciné par les modèles, par les systèmes, par la logique cachée qui régissait tout, de la météo au marché boursier en passant par le comportement humain. Mon père appelait ça une perte de temps. Un soir, quand j'avais 15 ans, j'ai fait l'erreur de lui montrer un programme informatique que j'avais écrit. C'était un algorithme simple, rien de sophistiqué, mais j'en étais fier. Le programme pouvait prédire avec une précision raisonnable quelles actions allaient monter ou baisser en se basant sur des modèles historiques et le sentiment du marché. Je pensais qu'il serait impressionné. Après tout, toute sa carrière tournait autour de la compréhension des marchés et de la réalisation d'investissements intelligents. Peut-être qu'il verrait enfin que j'avais quelque chose à offrir. Au lieu de cela, il a à peine jeté un coup d'œil à l'écran avant de le repousser. Les machines ne peuvent pas remplacer l'instinct, a-t-il dit. N'importe quel imbécile peut écrire un programme. Construire une vraie richesse nécessite des relations, une réputation, la capacité de lire une pièce et de conclure un accord. C'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Le rejet a été plus profond que n'importe quelle insulte. Ce n'était pas seulement qu'il n'était pas d'accord avec mon approche. C'était qu'il refusait même d'envisager la possibilité que je puisse avoir raison. Dans son esprit, le verdict était déjà définitif. Sterling était l'héritier. Vivant était la déception. Aucune preuve ne changerait jamais cette équation. Ma mère a essayé, à sa manière limitée, de combler le fossé. Elle louait mes bulletins scolaires, assistait à mes pièces de théâtre, me disait que j'étais spécial même lorsque le monde n'était pas d'accord. Mais elle n'a jamais confronté mon père. Elle n'a jamais exigé qu'il me traite équitablement. Son amour était authentique mais impuissant.
Une flamme de bougie essayant de réchauffer un lac gelé. Parfois, je me demande si elle avait peur. Mon père contrôlait tout. L'argent, la maison, les relations sociales qui définissaient toute son existence. Le défier signifiait tout risquer. Elle a donc choisi la paix plutôt que la justice, le confort plutôt que le courage. Et j'ai appris à ne plus attendre d'elle qu'elle me sauve. Les années se sont confondues, les anniversaires oubliés, les réussites ignorées, les vacances passées seules dans ma chambre pendant que le reste de la famille célébrait en bas. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais déjà construit des murs autour de mon cœur assez épais pour résister à un siège. Sterling a essayé d'être gentil, à sa manière. Il m'apportait les restes des fêtes de Noël, me glissait des cadeaux quand notre père ne regardait pas, promettait que les choses iraient mieux une fois que nous serions tous les deux adultes. Mais même sa gentillesse portait la marque de la pitié. Il était le prince et j'étais la servante. Aucune quantité de dessert volé ne pouvait changer cette vérité fondamentale. Quand je suis parti pour l'université, j'ai choisi une école aussi loin de Bedford Hills que possible, une petite université en Californie, où personne ne connaissait le nom des Ashford, et personne ne se souciait de l'argent de mon père. Pour la première fois de ma vie, je pouvais respirer. Mais les blessures restaient. Tard dans la nuit, seul dans ma chambre de dortoir, je rejouais les souvenirs comme un film que je ne pouvais pas arrêter de regarder. La voix dédaigneuse de mon père. Le silence impuissant de ma mère. Les fêtes de Noël où je n'étais jamais la bienvenue. Les dîners d'anniversaire où ma chaise restait vide. Les 1000 petites cruautés qui m'avaient façonné en quelqu'un qui ne faisait confiance à personne et n'attendait rien. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que je construirais ma propre vie, que je mériterais mon propre succès, que je leur prouverais à tous qu'ils avaient tort. Ce que je ne me suis pas dit, ce que je ne pouvais pas admettre, pas encore, c'est que quelque part au fond de moi, une partie de moi planifiait déjà autre chose, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la vengeance. La dispute qui a tout terminé a eu lieu un mardi de mars, 3 semaines avant mon 24e anniversaire. J'avais terminé mes études supérieures 6 mois plus tôt, un master en mathématiques computationnelles de Stanford, obtenu avec mention et une thèse que mon conseiller a qualifiée de révolutionnaire. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose de concret à montrer, quelque chose que même mon père ne pouvait pas rejeter. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis retourné à Bedford Hills pour ce que ma mère a appelé une « discussion familiale sur mon avenir ». Elle l'a fait paraître décontracté, presque chaleureux. « Peut-être que ton père veut enfin t'accueillir dans l'entreprise », a-t-elle suggéré au téléphone. Peut-être qu'il a réalisé que les temps changent et que tes compétences pourraient être précieuses. Je voulais la croire. Malgré tout, malgré toutes les années d'exclusion et de déception, une petite partie de moi désirait encore l'approbation de mon père. Cette faim n'était jamais complètement morte. Elle vivait dans ma poitrine comme une braise qui refusait de s'éteindre, peu importe combien de fois j'essayais de l'étouffer. La demeure ressemblait exactement à mes souvenirs. Les mêmes colonnes blanches, la même allée circulaire, la même fontaine qui fonctionnait malgré le froid de fin d'hiver. Une femme de ménage que je ne reconnaissais pas a pris mon manteau et m'a dirigé vers le bureau de mon père au 2e étage. Il attendait derrière son bureau, une pièce massive en chêne qui avait appartenu à un baron des chemins de fer. Sterling était assis dans l'un des fauteuils en cuir lui faisant face. Ma mère était perchée sur un canapé près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, son expression illisible. Personne ne s'est levé pour m'accueillir. Mon père a fait un geste vers la chaise vide à côté de Sterling. Je me suis assise, me sentant soudain comme une accusée attendant sa sentence. La pièce sentait le cigare et les vieux livres. Sur le mur derrière mon père était accroché un portrait de son grand-père, l'homme qui avait fondé la première société de courtage de la famille en 1952. 4 générations d'Ashford avaient bâti leur fortune dans la finance. Selon mon père, j'étais sur le point de devenir la 5e. J'ai une proposition, a-t-il commencé, sautant toute prétention de conversation. Ashford Capital se développe dans le trading algorithmique. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expertise technique pour superviser la transition. Sterling a suggéré que tu pourrais convenir au rôle. J'ai jeté un coup d'œil à mon frère. Il m'a fait un petit signe de tête. Encouragement mêlé d'avertissement. Le poste relèverait directement de Sterling, a poursuivi mon père. Tu te chargerais de la mise en œuvre technique tandis qu'il gérerait la stratégie et les relations avec les clients. C'est un rôle de débutant, mais avec des possibilités d'avancement si tu fais tes preuves. Débutant.
Après un master de Stanford, sous les ordres de mon frère, qui avait à peine réussi son programme de premier cycle en commerce. J'ai pris une grande respiration, choisissant mes mots avec soin. Quel genre d'autorité aurais-je sur les algorithmes même? Serais-je en mesure de concevoir les stratégies de trading ou simplement de mettre en œuvre les décisions prises par d'autres? L'expression de mon père a vacillé d'agacement. Tu mettrais en œuvre. La stratégie est le domaine de Sterling. Tu fournirais un soutien technique. Soutien technique, ai-je répété la phrase lentement, laissant sa pleine signification s'installer. Vous voulez que je sois une programmeuse, une employée qui suit les ordres. Je veux que tu apprennes le métier depuis la base. Comme Sterling l'a fait, comme je l'ai fait. Personne ne commence au sommet. Sterling a commencé en tant qu'analyste junior avec son propre bureau et une ligne directe avec vous. Ce n'est pas la base. La température de la pièce a chuté de plusieurs degrés. Ma mère s'est agitée sur le canapé, un bruissement nerveux de soie. Sterling a étudié le tapis comme s'il contenait des secrets cachés. Mon père s'est penché en avant, ses yeux se durcissant. Ton frère a mérité son poste par son dévouement et sa loyauté. Il a compris que la famille passe avant tout. Il n'est pas parti en Californie pour poursuivre des rêves stupides d'ordinateur. Mes rêves stupides m'ont valu un diplôme de l'un des meilleurs programmes du pays. Ma thèse sur la modélisation prédictive du marché a été publiée dans 3 revues universitaires. J'ai eu des offres d'emploi de Google, de Goldman Sachs, de fonds spéculatifs qui me paieraient le double de ce que vous offrez. Alors prends-les. Sa voix était de glace. Va travailler pour des étrangers. Vois jusqu'où tes précieux algorithmes t'emmèneront quand tu n'auras pas le nom d'Ashford pour t'ouvrir des portes. Quelque chose a craqué en moi. Toutes les années de silence. Toute la colère refoulée. Tout l'espoir désespéré qu'un jour il me verrait comme plus qu'une déception. Tout s'est effondré sous le poids de cette seule phrase dédaigneuse. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le parquet avec un son qui ressemblait à un cri. Le nom d'Ashford ne m'a jamais ouvert une seule porte. Vous vous en êtes assuré. Chaque fête de Noël où j'étais enfermé dans ma chambre pendant que Sterling serrait la main de sénateur. Chaque anniversaire que vous avez oublié parce que vous étiez trop occupé à préparer votre fils en or. Chaque fois que vous m'avez regardé comme si j'étais une étrangère qui s'était égarée dans votre maison par accident. Ma voix tremblait maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Vous n'avez jamais voulu de fille. Vous vouliez un autre fils. Et quand vous m'avez eu à la place, vous avez décidé que je ne valais rien. Ma mère a poussé un petit cri, quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Sterling a tendu la main vers mon bras, essayant de me calmer, mais je l'ai repoussé. Mon père s'est levé de sa chaise. À 62 ans, il était toujours une figure imposante, grand, large d'épaules, avec la présence autoritaire d'un homme habitué à un contrôle absolu. Mais j'en avais fini d'être intimidé. Tu es émotive, a-t-il dit, son ton dégoulinant de mépris. Hystérique. C'est exactement pourquoi les femmes n'ont pas leur place dans la finance. Elles ne peuvent pas séparer les sentiments des affaires. Il n'a jamais été question d'affaires. Il s'agissait de vous, ayant besoin de quelqu'un à mépriser pour vous sentir puissant. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis mon père s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte en grand. Sors. Preston. La voix de ma mère s'est brisée. S'il te plaît, c'est ta fille. Ce n'est plus ma fille. Plus maintenant. Il ne m'a pas regardé en parlant, son regard fixé sur un point dans le couloir, comme si j'avais déjà cessé d'exister. Je t'ai donné chance après chance de faire tes preuves, de montrer que tu pouvais faire partie de cette famille. Et à chaque fois, tu me l'as jeté à la figure. Alors va construire ton empire d'ordinateurs et d'algorithmes. Vois jusqu'où ça t'emmènera sans argent, sans relation, sans personne qui se soucie de savoir si tu réussis ou si tu échoues. Je suis passé devant lui sans un mot. J'ai descendu le grand escalier, j'ai traversé le grand hall, je suis sorti par la porte d'entrée dans le froid de l'après-midi de mars. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dit au revoir à ma mère ni à mon frère. J'ai simplement marché jusqu'au bout de l'allée, puis j'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'un taxi s'arrête enfin pour me prendre. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un motel bon marché près de l'aéroport JFK. La chambre sentait la cigarette et le désespoir. Je me suis assise sur le bord du lit, portant toujours mon manteau, et j'ai fixé le plafond taché d'eau pendant des heures. Sterling a appelé à minuit.
Sa voix était épaisse de culpabilité et d'excuses impuissantes. Je resterai en contact, a-t-il promis. Quoi qu'il dise, tu es toujours ma sœur. Ça ne changera jamais. Je voulais le croire. Une partie de moi le croyait. Mais je connaissais aussi notre père. Je savais comment il fonctionnait, comment il exigeait une loyauté absolue, comment il punissait quiconque le défiait. Sterling avait une femme, une carrière, un avenir entièrement construit sur l'approbation de Preston Ashford. Notre relation ne survivrait pas à cette pression. Rien ne survivait jamais. J'avais 24 ans, seul dans une chambre de motel avec une valise pleine de vêtements et un compte en banque qui contenait moins de $3000. Demain, je repartirais de zéro. Et un jour, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je ferais regretter à mon père chaque mot. J'ai passé mon premier mois de liberté à dormir sur un canapé à Brooklyn qui appartenait à une amie d'université qui me devait une faveur. Son appartement était un logement sans ascenseur au 4e étage à Buswick, le genre d'endroit où le radiateur cliquetait toute la nuit et où les voisins se disputaient en 3 langues différentes. Je lui payais $200 par semaine pour le privilège de ce canapé grumeleux et l'accès à une salle de bain que je devais partager avec elle et 2 autres colocataires. C'était bien loin du manoir de Bedford Hills, mais au moins ici, personne ne me regardait comme si j'étais un échec. Trouver du travail s'est avéré plus difficile que prévu. Malgré mon diplôme de Stanford et mes références impressionnantes, le marché du travail avait d'autres idées. Goldman Sachs avait pourvu son poste. Google voulait quelqu'un avec plus d'expérience dans l'industrie. Les fonds spéculatifs qui m'avaient courtisé 6 mois plus tôt avaient soudainement des gels d'embauche, des contraintes budgétaires ou des préoccupations vagues quant à l'adéquation culturelle. J'ai commencé à soupçonner la main de mon père dans ces rejets. Preston Ashford connaissait tout le monde à Wall Street. Un simple coup de fil, un avertissement murmuré sur sa fille difficile, cela suffirait à empoisonner le puits. J'ai donc revu mes attentes à la baisse. Puis je les ai encore revues à la baisse. En avril, je travaillais le matin dans un restaurant de Midtown, servant du café à des banquiers d'affaires qui géraient probablement plus d'argent avant 9 heures du matin que je n'en verrais de ma vie. L'ironie ne m'a pas échappé. Ni l'humiliation de porter un tablier taché et des chaussures confortables pendant que des hommes en costume sur mesure parlaient de rendement trimestriel et de volatilité du marché. Mais j'écoutais. Mon Dieu, comme j'écoutais. Chaque conversation qui flottait au-dessus de ces banquettes en vinyle devenait une donnée. J'ai appris quels secteurs étaient en plein essor et lesquels se refroidissaient. J'ai suivi les schémas de leurs plaintes, de leurs vantardises, de leurs spéculations nerveuses sur les taux d'intérêt et le commerce international. Ma formation de 3e cycle m'avait appris à reconnaître les signaux dans le bruit. Maintenant, je recueillais des signaux des sources les plus chères de Manhattan, et ils me payaient pour le faire. Le soir, je nettoyais des chambres dans un hôtel de charme près de Central Park. Le travail était épuisant mais mécanique, ce qui laissait mon cerveau libre de traiter tout ce que j'avais absorbé pendant la journée. Je poussais mon chariot dans des couloirs moquettés, changeant les draps et nettoyant les toilettes tout en construisant mentalement des modèles de comportement du marché que mes professeurs de Stanford auraient trouvé fascinants. Un soir de juin, tout a changé. Je terminais mon service à l'hôtel quand j'ai remarqué une pile de papiers laissés dans l'une des suites. Normalement, je les aurais jetés à la poubelle sans un second regard. Mais une phrase a attiré mon attention. Modélisation de la variance prédictive. Quelqu'un avait imprimé un projet de document de recherche sur les stratégies de trading algorithmique. Les marges étaient couvertes de notes manuscrites, de critiques, de suggestions, d'approches alternatives. Quiconque possédait ce document comprenait la finance quantitative à un niveau qui égalait ou dépassait ma propre formation. J'aurais dû le laisser sur le bureau pour que le service d'entretien le rende. Au lieu de cela, j'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Ce document m'a conduit à un nom, Theodore Langston. Une recherche rapide sur Internet a révélé qu'il était un ancien analyste quantitatif de la Deutsche Bank qui avait quitté le monde de l'entreprise pour conseiller des startups de la fintech en phase de démarrage. Son bureau était situé dans un entrepôt reconverti à Chelsea. Et selon son site web, il était toujours à la recherche d'analystes talentueux qui pensaient différemment les marchés. Je lui ai envoyé un email le lendemain matin. Pas de lettre de motivation, pas de CV, juste une critique détaillée de son document de recherche, soulignant 3 failles importantes dans ses calculs de variance et proposant une solution plus élégante. Il a répondu en moins de 2 heures. Notre première rencontre a eu lieu dans un café près de son bureau.
Théodore était dans la fin de la quarantaine avec l'apparence négligée de quelqu'un qui passait plus de temps avec des feuilles de calcul qu'avec des miroirs. Il a commandé un café noir et s'est immédiatement lancé dans un barrage de questions techniques conçues pour tester si mon email avait été un coup de chance ou une véritable démonstration d'expertise. J'ai répondu à toutes. À la fin de cette conversation, il m'a offert un emploi. Pas en tant qu'analyste ou programmeuse, mais en tant que consultante pour un petit groupe de fondateurs qui construisait quelque chose de révolutionnaire. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse concevoir des algorithmes prédictifs qui fonctionnaient réellement. Pas les modèles théoriques que les universitaires publiaient dans des revues, mais des outils pratiques qui pouvaient générer des rendements réels sur des marchés réels. Le salaire était terrible, à peine suffisant pour couvrir mon loyer pour un minuscule studio dans le Queens que j'avais trouvé par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. Mais l'accès était inestimable. Par l'intermédiaire de Théodore, j'ai rencontré Rosalind Mendes, une ancienne trader de produits dérivés qui avait renoncé à un salaire à 7 chiffres pour créer son propre fonds quantitatif. J'ai rencontré Julian Park, un spécialiste de l'apprentissage automatique du MIT dont les modèles de réseau de neurones avaient des années d'avance sur tout ce que les grandes banques utilisaient. J'ai rencontré un groupe tournant de fondateurs, d'investisseurs et de vétérans de l'industrie qui me traitaient comme une collègue plutôt qu'une pensée après coup. Pour la première fois de ma vie, j'avais ma place quelque part. Le travail m'a consumé. Je passais des journées de 16 heures à développer des algorithmes capables d'identifier les inefficacités du marché invisible aux traders humains. Mes modèles intégraient l'analyse des sentiments, les indicateurs macroéconomiques et les flux d'actualité en temps réel dans un cadre prédictif unifié. Les résultats étaient extraordinaires. Des rendements constants qui surpassaient les stratégies traditionnelles de marge significative. Rosalind l'a remarqué en premier. Elle m'a prise à part après une présentation et a posé une question qui a tout changé. As-tu déjà pensé à créer ton propre fonds? L'idée semblait absurde. J'avais 25 ans, j'étais fauché et complètement inconnu dans le monde financier. Les gestionnaires de fonds avaient besoin de capitaux, de relations et d'un historique de succès. Je n'avais rien de tout cela. Mais Rosalind a vu quelque chose de différent. Elle a vu les algorithmes, les modèles, la puissance intellectuelle brute qui ne pouvait être ni enseignée ni achetée. Elle m'a présenté à des investisseurs qui se souciaient plus des rendements que du pédigré. Elle m'a aidé à naviguer dans le labyrinthe des exigences légales et des dépôts réglementaires. Elle est devenue le mentor que je n'avais jamais eu. À l'automne de ma 2e année à New York, j'étais prête. J'ai lancé VA Partners avec 3 millions de dollars de capital de démarrage d'un petit réseau d'investisseurs providentiels qui croyaient en mon travail. Le fonds fonctionnait sous une structure conçue pour une anonymat maximale. Mon nom n'apparaissait nulle part dans les dépôts publics. Pour le monde extérieur, VA Partners était une boîte noire qui produisait des rendements remarquables grâce à des stratégies de trading propriétaires. Personne ne savait que la fondatrice était une femme de 26 ans qui avait été reniée par sa famille et qui mangeait encore des nouilles ramen pour le dîner la plupart des soirs. Le secret était délibéré. Si mon père découvrait ce que je construisais, il trouverait un moyen de le détruire. Preston Ashford ne tolérait pas la concurrence, surtout pas de la part de quelqu'un qui l'avait déclaré sans valeur. Je suis donc devenu invisible. Je signais des documents avec des initiales seulement. Je communiquais par l'intermédiaire d'avocats et d'intermédiaires. J'ai construit un empire dans l'ombre, brique par brique, tandis que l'homme qui m'avait chassé continuait de croire que je nettoyais des toilettes et que je servais du café quelque part en ville. Il apprendrait la vérité un jour. Ils l'apprendraient tous. Mais pas encore. D'abord, je devais devenir trop puissante pour être arrêtée. Les 100 premiers millions sont arrivés plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Moins de 18 mois après le lancement de VA Partners, mes algorithmes avaient généré des rendements qui faisaient passer les fonds spéculatifs traditionnels pour des comptes d'épargne. Tandis que le marché plus large trébuchait dans la volatilité et l'incertitude, mes modèles identifiaient des opportunités que d'autres manquaient complètement. Une fluctuation de devises en Asie du Sud-Est, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement qui affecterait les actions de semi-conducteurs 6 semaines avant que les analystes ne le remarquent, l'accumulation silencieuse d'actions par des investisseurs institutionnels qui signalaient des fusions à venir. Mon fonds ne prédisait pas l'avenir. Il lisait simplement le présent avec plus de précision que n'importe qui d'autre. La nouvelle s'est répandue dans la communauté des investisseurs comme les secrets le font toujours. Des conversations chuchotées dans des clubs privés, des emails cryptés entre gestionnaires de portefeuille, des rumeurs qui devenaient de plus en plus élaborées à chaque répétition. Qui était derrière VA Partners? Comment obtenait-il ces rendements?
Le mystère n'a fait qu'ajouter à l'attrait du fonds. Les clients fortunés n'avaient pas besoin de connaître mon nom. Ils n'avaient besoin que de voir les chiffres. À mon 28e anniversaire, les actifs sous gestion avaient dépassé les 500 millions de dollars. J'ai quitté mon studio exigu du Queens pour un appartement modeste à Brooklyn Heights. Bien que j'ai gardé l'adresse non répertoriée et les meubles simples, la richesse ne signifiait rien pour moi au-delà de la liberté qu'elle procurait. J'avais vu mon père s'entourer de luxe tout en traitant les gens comme des biens jetables. Ce ne serait jamais ma voie. Rosalind est restée ma plus proche conseillère et ma seule véritable amie. Nous nous retrouvions chaque semaine dans un petit restaurant italien de Tribeca, où le propriétaire savait nous installer dans le coin arrière, loin des regards curieux. Autour d'assiettes de pâtes et de verres de vin que je me sentais encore trop jeune pour commander, nous discutions de stratégie, d'expansion et de la solitude particulière de construire quelque chose que personne ne pouvait savoir que vous aviez construit. Un soir, elle est arrivée avec une nouvelle qui a tout changé. Montgomery Cran veut une réunion. Le nom a fait passer un courant électrique dans ma colonne vertébrale. Montgomery Cran était le président de Cran Investment, l'une des banques d'investissement les plus prestigieuses de Wall Street. Sa société gérait des actifs pour des fonds souverains, des familles milliardaires et des sociétés du Fortune 500. Un partenariat avec Cran Investment catapulterait VA Partners dans une toute autre stratosphère. Cela me rapprocherait aussi dangereusement du monde de mon père. Comment nous a-t-il trouvés, ai-je demandé. La performance attire l'attention. Rosalind a haussé les épaules. Vos rendements du dernier trimestre étaient impossibles à ignorer. Les gens de Cran posent des questions depuis des mois. Ils ont finalement retrouvé l'un de nos commanditaires et se sont renseignés. Que savent-ils du fondateur? Rien de concret. Ils supposent que VA signifie une vieille famille riche qui essaie de rester anonyme. Probablement de l'aristocratie européenne ou de la royauté du Moyen-Orient. Elle a souri. Personne ne soupçonne une femme de 28 ans du nord de l'État de New York. La réunion a eu lieu au siège de Cran Investment à Midtown, une tour de verre qui reflétait la ligne d'horizon de Manhattan comme un miroir. Je suis arrivé dans un costume conservateur que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Assez cher pour signaler le succès, assez discret pour ne pas attirer l'attention. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Mon maquillage était minimal. Je ressemblais exactement à ce que je voulais paraître, une représentante du fonds mystérieux, pas son architecte. Montgomery Cran m'a accueilli dans une salle de conférence au 47e étage. Il était plus âgé que je ne l'avais prévu, peut-être 65 ans, avec des cheveux argentés et la beauté burinée de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer au plus haut niveau de la finance. Sa poignée de main était ferme. Ses yeux ne manquaient rien. Merci d'être venue, mademoiselle Monroe. Je lui avais donné un faux nom. Rebecca Monroe, gestionnaire de portefeuille senior chez VA Partners. Le mensonge me semblait nécessaire. Cet homme connaissait probablement mon père. Ils avaient peut-être partagé des cigares dans les mêmes clubs, joué au golf dans les mêmes country clubs. Une révélation imprudente pourrait défaire tout ce que j'avais construit. Nous avons parlé pendant 2 heures. Montgomery a posé des questions pointues sur notre philosophie d'investissement, nos protocoles de gestion des risques, notre vision à long terme. J'ai répondu avec soin, en révélant assez pour démontrer ma compétence tout en protégeant les algorithmes de base qui nous donnaient notre avantage. Il semblait impressionné. Plus important encore, il semblait sincèrement curieux, non seulement du fond, mais de l'esprit qui se cachait derrière. Vos stratégies sont remarquables, a-t-il finalement dit. Je suis dans ce métier depuis 40 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez accompli. Quiconque a conçu ces modèles opère à un tout autre niveau. Le fondateur préfère l'anonymat. Je comprends. Il a fait une pause, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis-je demander pourquoi? La vie privée est précieuse, surtout dans un secteur qui récompense la visibilité plutôt que la substance. Montgomery a hoché la tête lentement. Une perspective sage. Trop de jeunes gestionnaires aujourd'hui s'intéressent plus aux couvertures de magazines qu'au rendement du marché. Il a fait une nouvelle pause. Je voudrais proposer un partenariat. Cran Investment fournirait une distribution institutionnelle et un soutien opérationnel. En échange, nous prendrions un modeste pourcentage des frais de gestion. L'arrangement permettrait à VA Partners de se développer considérablement tout en maintenant la discrétion que votre fondateur apprécie clairement. L'offre était extraordinaire. Avec le soutien de Cran Investment,
mon fonds pourrait décupler en quelques années. Nous aurions accès à des clients et à des marchés qui restaient fermés aux petites opérations. La légitimité seule valait des millions. Mais il y avait un risque. Une plus grande visibilité signifiait un examen plus approfondi. Plus de partenaires signifiait plus d'opportunités de fuite de mon identité. Et quelque part au fond de mon esprit, une voix me chuchotait que Montgomery Cran et Preston Ashford se connaissaient sûrement. Et si mon père découvrait la vérité lors d'une conversation informelle à un gala de charité ou à une conférence de l'industrie? J'ai accepté le partenariat quand même. Les 2 années suivantes ont justifié cette décision au-delà de mes projections les plus optimistes. Cran Investment a ouvert des portes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Notre clientèle s'est élargie pour inclure des fonds de pension, des dotations universitaires et plusieurs bureaux familiaux importants. Les actifs sous gestion ont dépassé les 2 milliards de dollars. Les publications financières ont commencé à écrire sur VA Partners comme l'un des nouveaux fonds les plus réussis de la décennie, bien qu'elles ne puissent que spéculer sur sa direction mystérieuse. Le matin de mon 31e anniversaire, j'ai reçu un rapport d'évaluation de nos comptables. Les chiffres se sont brouillés en les lisant, trop grands pour être pleinement compris. Après les frais de gestion et les intérêts reportés, ma participation personnelle dans le fonds valait un peu plus d'1 milliard de dollars. J'étais milliardaire. La fille que Preston Ashford avait qualifiée de nulle contrôlait maintenant plus de richesses que toute son entreprise. Pendant un long moment, je suis resté seul dans mon bureau, fixant ce chiffre. Dehors, la ville bourdonnait de l'énergie de 8 millions de personnes poursuivant leurs propres rêves et démons. Aucune d'entre elles ne savait qu'une femme dont elle n'avait jamais entendu parler venait de franchir un seuil que la plupart ne pouvaient imaginer. J'ai pensé à appeler ma mère. J'ai pensé à contacter Sterling. J'ai pensé à entrer dans le bureau de mon père et à poser ce rapport d'évaluation sur son bureau sans dire un mot. Au lieu de cela, je n'ai rien fait. Le moment n'était pas venu. La vengeance que je nourrissais depuis 7 ans nécessitait plus qu'une preuve de succès. Elle nécessitait la scène parfaite, le public parfait, l'occasion parfaite de révéler la vérité d'une manière qui ne pourrait jamais être niée ou diminuée. Cette opportunité viendrait. Je la sentais approcher comme une tempête à l'horizon. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. L'appel de Montgomery Cran est arrivé un après-midi gris de novembre, 3 semaines avant Noël. J'examinais les rapports de performance trimestriels dans mon bureau quand son nom est apparu sur mon téléphone. Nous parlions régulièrement des affaires du fonds, mais quelque chose dans l'urgence de sa voix m'a dit que cette conversation serait différente. Je dois discuter d'une opportunité potentielle, a-t-il commencé. Une opportunité plutôt délicate. J'ai posé mon stylo. Continuez. Connaissez-vous Ashford Capital? La question m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Un instant, je n'ai pas pu respirer. 7 ans d'anonymat prudent. 7 ans à construire des murs entre mon passé et mon présent. Et maintenant, le nom de l'entreprise de mon père sortait des lèvres de Montgomery Cran aussi nonchalamment qu'un bulletin météo. Je les connais de nom, ai-je réussi à dire. Une société de courtage de taille moyenne. Une clientèle traditionnelle. Des stratégies conservatrices. C'est la perception du public. Oui. Montgomery a fait une pause. La réalité est un peu plus compliquée. Preston Ashford a poursuivi une stratégie d'expansion agressive au cours des 18 derniers mois. De nouveaux bureaux à Londres et à Singapour. Une poussée majeure dans le trading algorithmique. Des investissements importants dans l'infrastructure technologique. Ça a l'air ambitieux. Ambitieux et mal exécuté. Ces initiatives technologiques ont été un désastre. Les algorithmes que son équipe a développés ont des années de retard sur la concurrence. Pendant ce temps, les coûts d'expansion ont mis à rude épreuve ses réserves de capital. Une autre pause. Il m'a approché la semaine dernière au sujet d'un partenariat potentiel avec Cran Investment. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, ayant besoin de bouger, ayant besoin de traiter ce que j'entendais. En dessous de moi, des piétons se dépêchaient dans le froid de novembre, leur souffle formant de petits nuages qui se dissolvaient dans l'air gris. Aucun d'entre eux ne savait que le monde était soudainement en train de basculer sur son axe. Quel genre de partenariat? Il a désespérément besoin de liquidités. Le bureau de Singapour perd de l'argent et ses clients traditionnels commencent à poser des questions embarrassantes sur la stabilité de l'entreprise. Le ton de Montgomery a changé, devenant plus prudent. Preston Ashford est un homme fier. Nous approcher pour obtenir de l'aide a clairement été difficile pour lui,
mais il est aussi réaliste. Sans une injection de capital significative, Ashford Capital pourrait être en grande difficulté d'ici 6 mois. L'ironie était presque trop parfaite pour être supportée. Mon père, l'homme qui avait bâti son identité sur le succès financier et la maîtrise du marché, était maintenant désespéré pour le genre d'aide que seules des entreprises comme Crane Investissement pouvaient fournir. Et l'atout le plus précieux de Crane Investissement, le moteur de leurs rendements extraordinaires, était le fonds créé par la fille qu'il avait jeté comme un déchet. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je demandé. Parce que tout partenariat avec Ashford Capital impliquerait une diligence raisonnable sur leurs capacités technologiques. Et toute évaluation sérieuse de leur technologie nécessiterait l'avis de la direction de VA Partners. Il a hésité. J'ai aussi pensé que vous devriez savoir que Preston a spécifiquement demandé notre expertise en trading algorithmique. Il a entendu des rumeurs sur un fonds générant des rendements remarquables grâce à des modèles propriétaires. Il veut avoir accès à cette technologie. Mon père voulait mes algorithmes. Il voulait la chose même qu'il avait rejetée comme des rêves stupides quand j'avais 24 ans. Les modèles prédictifs qu'il avait moqués étaient maintenant la bouée de sauvetage dont il avait besoin pour sauver son entreprise en perdition. Que lui avez-vous dit? Que nous examinerions sa proposition et que nous répondrions après les fêtes. Je voulais vous consulter d'abord. Montgomery s'est raclé la gorge. Rebecca, je dois mentionner que pendant notre conversation, Preston a fait plusieurs commentaires sur l'importance de l'héritage familial et de la construction de quelque chose pour les générations futures. Il a parlé de son fils Sterling et de la responsabilité de transmettre l'entreprise à la prochaine génération. A-t-il mentionné une fille? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Un lapsus dangereux, révélant plus que je ne le voulais. Montgomery est resté silencieux un long moment. Bien sûr, il ne l'avait pas fait. Vivian Ashford avait été effacé du récit familial il y a des années. Pour Preston, je n'existais tout simplement pas. C'était une erreur qu'il avait corrigée. Un échec qu'il avait excisé. Une fille qui avait disparu si complètement qu'il pouvait discuter d'héritage et de succession sans reconnaître qu'il avait 2 enfants, pas un. La colère que j'ai ressentie était froide et aiguë, comme une lame qui avait été affûtée pendant 7 ans d'attente. Je vais devoir y réfléchir, ai-je finalement dit. La situation nécessite un examen attentif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Montgomery a fait une nouvelle pause. Il y a encore une chose. Preston a mentionné qu'il organisait un dîner de Noël au Sterling Crown Society le mois prochain. Il a invité plusieurs partenaires potentiels, y compris des représentants de Crane Investissement. Il est très désireux de faire une impression favorable. Le dîner de Noël, le seul événement dont j'avais été exclu toute mon enfance. La célébration annuelle du succès d'Ashford où des hommes puissants se réunissaient pour se féliciter pendant que j'étais assise seule dans ma chambre, écoutant des rires auxquels je n'étais jamais autorisé à me joindre. Qui a-t-il invité spécifiquement? Ai-je demandé. Il m'a invité personnellement. Je prévoyais d'envoyer un de mes associés à ma place, mais je pourrais y assister moi-même si vous pensez que c'est souhaitable. La voix de Montgomery portait une note de curiosité. Vous semblez particulièrement intéressé par cette situation. Ashford Capital représente un investissement potentiel important. Il serait irresponsable de ne pas mener des recherches approfondies. L'excuse semblait mince, même à mes propres oreilles, mais Montgomery n'a pas insisté. Nous avons convenu de nous reparler après Thanksgiving, et j'ai terminé l'appel avec les mains légèrement tremblantes. Le reste de la journée, je n'ai pu me concentrer sur rien d'autre. Chaque document que j'essayais de lire se brouillait en forme dénuée de sens. Chaque email que j'essayais d'écrire se terminait par des pensées à moitié finies. Mon esprit revenait sans cesse à la même réalité impossible. L'entreprise de mon père était en train de faire faillite. Et il était venu, sans le savoir, mendier auprès de la fille qu'il avait reniée. L'univers a un étrange sens de la justice. Toutes ces années à m'entendre dire que je ne réussirais jamais, que je n'arriverais jamais à rien, que je ne comprendrais jamais le vrai monde des affaires et de la finance. Et maintenant, l'homme qui avait prononcé ces mots cherchait désespérément l'expertise que j'avais développée en secret. Je pourrais le détruire. La pensée s'est cristallisée avec une clarté terrifiante. Je pourrais refuser le partenariat et regarder Ashford Capital s'effondrer sous sa propre mauvaise gestion. Je pourrais divulguer des informations sur l'instabilité de l'entreprise et accélérer son déclin. Je pourrais utiliser mon influence auprès de Crane Investissement pour m'assurer que personne d'autre n'offre à Preston l'aide dont il avait besoin.
Mais la destruction n'était pas ce que je voulais. Pas vraiment. Ce que je voulais, c'était quelque chose de bien plus satisfaisant que de regarder mon père échouer de loin. Je voulais qu'il sache. Je voulais voir son visage quand il réaliserait que la fille sans valeur qu'il avait mise de côté était devenue plus prospère qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je voulais qu'il comprenne, devant tout ce qui comptait pour lui, que son jugement avait été erroné. Le dîner de Noël serait parfait. Une salle remplie de ses collègues et partenaires réunis pour célébrer son prétendu triomphe. La scène idéale pour révéler une vérité qu'il ne pourrait ni nier ni fuir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Mon frère a répondu à la 3e sonnerie. Vivien. La voix de Sterling était pleine de surprise. C'est bien toi. Nous devons parler, ai-je dit. En personne. Peux-tu me rencontrer ce week-end? Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Oui, a-t-il finalement répondu. Dis-moi où. Sterling avait l'air plus âgé que dans mon souvenir. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à Boston, assez loin de New York et de Bedford Hills pour qu'il soit peu probable que nous rencontrions quelqu'un du cercle de notre père. Il était déjà assis quand je suis arrivé, penché sur une tasse de café qui avait refroidi, son visage portant le poids d'années que je n'avais pas vu. Le frère que je me souvenais était en or, confiant, l'héritier présomptif qui se déplaçait dans le monde avec l'assurance facile de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit qu'il ne valait rien. Mais l'homme assis en face de moi semblait maintenant diminuer, comme si le fardeau d'être le fils choisi de Preston Ashford avait lentement écrasé quelque chose de vital en lui. « Tu as l'air bien », a-t-il dit alors que je me glissais dans la banquette en face de lui. Différente, plus forte. 7 ans, ça fait ça. Il a hoché la tête, acceptant l'accusation implicite sans protester. J'ai essayé de rester en contact après ton départ, mais papa a clairement fait savoir que tout contact avec toi serait considéré comme une déloyauté. Ses doigts ont tracé le bord de sa tasse de café. J'aurais dû me battre plus fort. Je le sais. J'ai été un lâche. Les excuses flottaient entre nous, fragiles et insuffisantes. Une partie de moi voulait lui crier dessus, cataloguer chaque message sans réponse et chaque anniversaire passé sans reconnaissance. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du frère qui me glissait des desserts des fêtes de Noël, reconnaissait un regret sincère dans ses yeux. « Parle-moi de maman », ai-je dit à la place. Sterling a expiré lentement. Elle demande de tes nouvelles. Pas quand papa est là, bien sûr, mais parfois tard le soir, elle vient chez moi et parle juste de toi, où tu pourrais être, ce que tu pourrais faire. Il a fait une pause. Elle a gardé des choses, tu sais. Des bulletins scolaires, des photographies, le programme de ta remise de diplôme universitaire. Elle a une boîte cachée dans son placard que papa ne connaît pas, l'image de ma mère préservant secrètement des traces de mon existence tout en vivant sous le toit de mon père était presque trop douloureuse à contempler. Cordelia Ashford m'avait toujours aimé, à sa manière limitée et prudente, mais son amour n'avait jamais été assez fort pour défier l'homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie. A-t-elle déjà essayé de te contacter? Une fois, il y a environ 4 ans. Elle a engagé un détective privé pour trouver ton adresse. Sterling a rencontré mes yeux. Elle allait écrire une lettre, s'excuser pour tout. Mais ensuite, elle a eu peur. Peur que papa le découvre. Peur que tu la rejettes. Peur de perturber la paix que tu avais réussi à construire. Alors elle n'a rien fait. Elle a fait une chose. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe jaunie par le temps et légèrement froissée. Elle me l'a donnée il y a 2 ans. M'a demandé de la garder en lieu sûr jusqu'au bon moment. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque daté de 7 ans plus tôt, à mon nom, pour $50 000. La ligne du mémo indiquait « Pour ton avenir ». Elle a retiré cela de son compte personnel la semaine après que papa t'ait mise à la porte, a expliqué Sterling. Elle allait te le donner, mais elle ne savait pas comment faire sans qu'il le découvre. Finalement, elle l'a juste gardé, espérant qu'un jour elle aurait l'occasion. $50 000. Une fortune pour la femme fauchée et désespérée que j'avais été en fuyant à New York. Cela aurait pu tout changer, me donner un peu de répit, me permettre de saisir des opportunités sans la pression constante de la survie. Au lieu de cela, j'avais nettoyé des toilettes et servi du café pendant que ma mère cachait ce chèque dans une boîte, trop effrayée pour agir. Je ne savais pas si je devais être reconnaissante ou furieuse. Pourquoi me montres-tu ça maintenant? L'expression de Sterling s'est assombrie.
Parce que les choses ont changé. Papa n'est plus le titan invincible qu'il prétend être. L'entreprise est en difficulté. L'expansion a été un désastre et il s'en prend à tout le monde autour de lui. Il a dégluti difficilement. Mon mariage est en train de s'effondrer, vivant. Béatrice ne supporte plus d'être près de lui. Et je suis tellement empêtré à essayer de sauver l'entreprise que je vois à peine mes propres enfants. Le mois dernier, elle m'a dit qu'elle envisageait de divorcer. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai fait mes choix. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Mais voici ce que tu dois comprendre. Papa m'a invité à une réunion la semaine dernière où il a exposé son plan pour sauver l'entreprise. Il compte sur un partenariat avec Crane Investissement pour fournir le capital et la technologie dont il a besoin. Sans cela, Ashford Capital pourrait s'effondrer d'ici 1 an. J'ai gardé une expression neutre, bien que mon cœur batte la chamade. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Peut-être rien, peut-être tout. Sterling a étudié mon visage avec une intensité qui me rappelait désagréablement notre père. Il y a 7 ans, tu étais passionné par les algorithmes et la modélisation prédictive. Tu avais des idées qui étaient en avance sur leur temps. Et maintenant, de nulle part, un fonds mystérieux appelé VA Partners apparaît et commence à générer des rendements que personne ne peut expliquer, en utilisant des stratégies qui ressemblent remarquablement à ce dont tu parlais. Le café est soudainement devenu trop chaud. J'ai résisté à l'envie de détourner le regard. C'est une sacrée théorie. VA, a-t-il poursuivi. Vivian Ashford. Ce n'est pas exactement subtil. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Dehors, des piétons se dépêchaient, emmitouflés contre le froid de novembre. Une mère poussait une poussette. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main. Des gens normaux menant des vies normales, sans le poids de la trahison familiale et des empires secrets. Si j'étais impliqué dans ce fond, ai-je dit prudemment, que ferais-tu de cette information? Sterling a secoué la tête. Rien. Je ne suis pas venu ici pour te menacer ou pour obtenir une sorte de levier. Je suis venu parce que, sa voix s'est brisée. Parce que ma sœur me manque. Parce que j'ai passé 7 ans à regarder notre père détruire tout ce qu'il touche, y compris sa propre famille. Parce que si tu as trouvé un moyen de réussir malgré tout ce qu'il t'a fait, alors je veux t'aider. De toutes les manières possibles. Aider avec quoi? Quoi que tu prévois. Il a soutenu mon regard. Je te connais, Vivien. Tu n'as pas repris contact après tout ce temps juste pour prendre un café. Il se passe quelque chose. Quelque chose lié à la situation de papa et à ce dîner de Noël dont il ne cesse de se vanter. J'ai envisagé de mentir, de maintenir la fiction prudente qui m'avait protégé si longtemps. Mais en regardant le visage épuisé et désespéré de mon frère, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ça seul. La vengeance que je préparais nécessitait un allié dans le monde de mon père. Quelqu'un qui connaissait ses faiblesses, son emploi du temps, sa façade soigneusement construite. Quelqu'un qui avait souffert sous son contrôle, tout comme moi. Il y a un dîner au Sterling Crown Society la veille de Noël, ai-je dit doucement. Papa a invité Montgomery Crane et d'autres partenaires potentiels. Il prévoit d'annoncer l'accord avec Crane Investissement comme un triomphe, la preuve qu'il est toujours le maître de Wall Street. Je sais. J'y serai. Moi aussi. J'ai laissé le mot s'installer entre nous. Et avant la fin de la soirée, tout le monde dans cette pièce saura exactement qui a bâti le fonds qui maintient Ashford Capital en vie. Les yeux de Sterling se sont agrandis. Tu vas te révéler. Je vais montrer à notre père ce que sa fille sans valeur a accompli. Pendant qu'il était occupé à faire semblant que je n'existais pas, j'ai plié l'enveloppe contenant le chèque de ma mère et je l'ai glissé dans mon sac à main. La question est de savoir si tu es prêt à être à mes côtés quand je le ferai. Mon frère est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était stable. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. L'enveloppe est arrivée à mon bureau le premier lundi de décembre, livrée par un coursier en uniforme noir qui a exigé ma signature avant de la remettre. Du papier crème épais, une adresse de retour en relief, le blason de la famille Ashford estampé en or sur le rabat arrière. J'ai immédiatement reconnu le papier à lettres de mon père, le même papier prétentieux qu'il utilisait depuis des décennies, importé d'un imprimeur exclusif à Londres qui ne servait que les familles de la vieille noblesse et l'aristocratie européenne. J'ai apporté l'enveloppe à mon bureau et je l'ai fixée pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. 7 ans de silence et maintenant une communication formelle livrée avec la cérémonie d'une convocation royale.
Mon père avait toujours compris le pouvoir de la présentation. À l'intérieur se trouvait une seule carte manuscrite dans l'élégante écriture que ma mère avait perfectionnée pendant ses années d'épouse de dirigeant. Cher vivant, ton père et moi serions honorés de ta présence à notre dîner de Noël annuel le 24 décembre. L'événement aura lieu au Sterling Crown Society à partir de 19 h. Nous espérons que cette invitation te trouvera en bonne santé et que nous aurons l'occasion de renouer en tant que famille pendant cette période des fêtes. Avec chaleur, Cordelia Ashford. Les mots étaient polis, prudents, ne révélant rien de l'histoire compliquée qu'il tentait de combler. L'écriture de ma mère, le papier à lettres de mon père, une invitation conjointe qui représentait probablement des semaines de négociations entre deux personnes qui avaient passé leur mariage à éviter les conversations difficiles. Je savais, bien sûr, pourquoi l'invitation avait vraiment été envoyée. Sterling m'avait prévenu lors de notre rencontre à Boston. Notre père prévoyait d'utiliser le dîner de Noël comme une vitrine pour sa prétendue renaissance. Le partenariat avec Crane Investissement, les nouvelles initiatives technologiques, le retour triomphal d'Ashford Capital au premier rang des sociétés de Wall Street. La présence de toute sa famille renforcerait l'image de stabilité et de tradition qu'il voulait projeter. Même sa fille déchue pourrait servir d'accessoire. Ce que Preston ne savait pas, c'est que Montgomery Crane m'avait déjà informé de chaque détail de l'annonce prévue. Les termes du partenariat, le calendrier, le langage spécifique que mon père avait l'intention d'utiliser pour décrire les capacités de trading algorithmique qui étaient censées transformer son entreprise. Montgomery ignorait ma véritable identité, mais il avait tout partagé avec le représentant principal de VA Partners par courtoisie professionnelle. Mon père construisait sa célébration sur des fondations qu'il ne comprenait pas. La technologie dont il prévoyait de se vanter avait des années de retard sur ce que mon fonds avait déjà développé. Le partenariat qu'il considérait comme son salut dépendait entièrement de ma coopération continue. Un mot de ma part et tout l'arrangement s'effondrerait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro sur l'invitation. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Résidence Ashford. Bonjour, maman. Le silence qui a suivi a duré près de 10 secondes. Je pouvais entendre sa respiration, je pouvais l'imaginer debout dans cette immense cuisine avec ses comptoirs en granit et ses appareils électroménagers professionnels, essayant de traiter le son d'une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 7 ans. Vivant. Mon nom est sorti à peine comme un murmure. Tu as reçu l'invitation. Je l'ai reçue. Viendras-tu? Elle s'est arrêtée, a recommencé. Nous aimerions beaucoup que tu viennes. Ton père et moi pensons tous les deux qu'assez de temps s'est écoulé pour que nous puissions peut-être recommencer. La formulation prudente m'a tout dit. Mon père lui avait probablement demandé de faire cet appel, lui dictant exactement quoi dire. Preston Ashford ne faisait jamais rien sans un but stratégique. S'il me voulait à ce dîner, c'était parce que ma présence servait un programme que je n'avais pas encore entièrement compris. J'y serai, ai-je dit. Oh, Vivien. Sa voix s'est légèrement brisée. Je suis si contente. J'ai pensé à toi tous les jours. Je me demandais où tu étais, ce que tu faisais. J'aurais dû te contacter plus tôt. Je sais que j'aurais dû être plus courageuse. Nous pourrons en parler quand je te verrai. Oui. Oui, bien sûr. Elle pleurait maintenant, doucement, essayant de le cacher. As-tu besoin de quelque chose de spécial? Des exigences alimentaires? Nous pouvons organiser une voiture pour t'amener si le transport est difficile. Le transport? Elle pensait que je n'aurais peut-être pas les moyens de prendre un taxi pour Manhattan. Après 7 ans, il supposait toujours que je tirais le diable par la queue, vivant de chèque en chèque, noyé dans l'échec que mon père avait prédit. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Je peux me débrouiller seul. Nous avons parlé quelques minutes de plus, échangeant des banalités creuses qui dansaient autour de tout ce qui comptait vraiment. Ma mère posait des questions vagues sur ma vie. J'ai donné des réponses vagues qui ne révélaient rien. Au moment de raccrocher, je me sentais épuisé, comme si la conversation avait drainé quelque chose de vital de mes réserves. Les semaines suivantes se sont confondues en préparatifs. Sterling et moi nous sommes rencontrés 2 fois de plus, coordonnant notre approche du dîner. Il a fourni des détails sur la liste des invités, la disposition des tables, les moments spécifiques où mon père prévoyait de faire ses annonces. En retour, j'ai partagé assez sur ma situation pour m'assurer qu'il comprenait l'ampleur de ce que j'avais accompli. Sa réaction, un mélange de choc, d'admiration et de quelque chose qui approchait de l'admiration, a confirmé ce que j'avais soupçonné.
Mon frère avait sincèrement cru que j'avais des difficultés toutes ces années. Montgomery Crane et moi avons parlé plusieurs fois du partenariat avec Ashford. Il est resté enthousiaste quant à l'opportunité, bien qu'il s'en soit remis à mon jugement sur les aspects techniques. Au cours d'une conversation, il a mentionné que des journalistes financiers s'étaient renseignés sur VA Partners. La performance remarquable du fonds avait attiré une attention que notre anonymat prudent ne pouvait pas entièrement dévier. Il y a de plus en plus de spéculations sur l'identité du fondateur, a-t-il dit. Quelqu'un a divulgué des informations suggérant que VA Partners est dirigé par une femme. La presse financière est très excitée par la possibilité qu'une milliardaire opère dans l'obscurité la plus totale. Laissez-les spéculer pour l'instant. Oui, mais la vérité finira par éclater. Ces choses finissent toujours par se savoir. Il a fait une pause. As-tu réfléchi à la façon dont tu veux gérer l'inévitable révélation? J'y avais beaucoup réfléchi. Chaque nuit, allongé éveillé dans mon appartement de Brooklyn, je répétais le moment où tout changerait, les mots que je dirais, l'expression sur le visage de mon père, les réactions de tous ceux qui m'avaient rejeté, ignoré, considéré comme la fille décevante de Preston Ashford. Le moment venu, ai-je dit à Montgomery, je veux contrôler le récit, selon mes termes, à mon rythme. Une approche sage. Bien que je doive mentionner que Preston Ashford a spécifiquement demandé que des représentants de VA Partners assistent à son dîner de Noël. Il veut rencontrer les personnes derrière le fonds qui est censé transformer ses capacités technologiques. Mon père voulait me rencontrer. Il n'en avait aucune idée, bien sûr. Pour lui, VA Partners n'était qu'un autre actif à acquérir, un autre outil pour améliorer sa réputation. L'idée que sa fille sans valeur soit liée à un tel succès ne lui avait jamais traversé l'esprit. Dis-lui que le fondateur préfère rester anonyme, mais qu'un représentant principal sera présent. Et qui dois-je dire représentera le fonds? J'ai souri, bien que Montgomery ne puisse pas le voir. Rebecca Monroe. Elle est impliquée avec VA Partners depuis sa création. Je crois qu'elle fera une forte impression. Après avoir terminé l'appel, j'ai passé le reste de l'après-midi à choisir ce que je porterais au dîner de Noël de mon père. Rien de trop cher, rien de trop tape à accent grave-l'œil. Je voulais arriver en ayant l'air exactement comme il s'y attendait. La fille en difficulté qui n'avait jamais été à la hauteur. La transformation viendrait plus tard. 19 jours avant la veille de Noël. 19 jours avant que 7 ans de patience et de planification ne portent enfin leurs fruits. Mon père pensait qu'il organisait une célébration de son propre triomphe. Il n'avait aucune idée qu'il préparait en fait la scène pour la mienne. Je pouvais attendre encore un peu. Après tout ce que j'avais enduré, 19 jours n'étaient rien. Le Sterling Crown Society occupait les 3 derniers étages d'une tour de verre surplombant Rittenhouse Square, ses fenêtres scintillant comme des diamants contre la nuit de décembre. Je suis arrivé précisément à 19h15, assez tard pour m'assurer que la plupart des invités étaient déjà réunis, mais assez tôt pour ne pas attirer l'attention sur mon entrée. L'ascenseur m'a transporté vers le haut en silence, mon reflet me fixant depuis les portes en laiton poli. Robe noire simple, bijoux minimaux, cheveux tirés en arrière dans le même style discret que j'avais porté toute ma vie. Rien dans mon apparence ne suggérait la richesse, le succès ou le pouvoir. C'était exactement le but. Les portes se sont ouvertes sur un hall décoré avec assez de verdure de Noël pour remplir une petite forêt. Des couronnes de pins frais pendaient de chaque surface disponible. Un arbre imposant dominait un coin, ses branches lourdes d'ornements qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Quelque part plus loin dans le club, un quatuor de jazz jouait des standards de vacances, tandis que des serveurs en veste blanche impeccable circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Mon père n'avait épargné aucune dépense. Ce dîner était destiné à annoncer son retour à la gloire, et chaque détail avait été calibré pour projeter la confiance, la stabilité et un succès durable. Je l'ai repéré immédiatement. Preston Ashford se tenait près des baies vitrées, tenant la cour au milieu d'un groupe d'hommes en costume coûteux. Sa voix portait à travers la pièce, ponctuée par les rires reconnaissants de personnes qui comprenaient que lui plaire était bon pour les affaires. Il avait l'air en tout point d'un titan de Wall Street, les cheveux argentés parfaitement coiffés, la posture autoritaire, un sourire étudié sur les lèvres. Ma mère planait à proximité, élégante en soie bordeaux, son rôle comme toujours étant de soutenir et d'orner sans éclipser. Sterling se tenait légèrement à l'écart du groupe principal, sa femme Béatatrice à ses côtés, arborant une expression de malheur à peine dissimulée. La tension entre eux était visible, même de l'autre côté de la pièce.
J'ai pris une grande respiration et je me suis avancé. Mon père m'a remarqué en premier. Ses yeux ont balayé mon apparence avec l'évaluation habituée d'un homme qui évaluait tout et tout le monde selon les mêmes mesures froides. Ce qu'il a vu a apparemment confirmé ses attentes car un petit sourire étudié s'est dessiné au coin de sa bouche. Vivant. Il ne s'est pas déplacé pour m'embrasser. Il ne s'est même pas éloigné de son cercle d'admirateurs. Il a simplement reconnu mon existence avec un léger signe de tête, comme un roi accordant une audience à un petit requérant. Tu as réussi à venir. Merci de m'avoir invité. Ta mère a insisté. Il s'est retourné vers ses compagnons. Messieurs, ma fille vit bien. Elle vit en ville, poursuivant divers intérêts. Divers intérêts. Le rejet était si désinvolte, si complet. 7 ans de ma vie réduits à 2 mots vagues qui ne signifiaient rien. Un des hommes a tendu la main. Enchanté de vous rencontrer. Dans quel secteur travaillez-vous? Avant que je puisse répondre, mon père est intervenu. Vivant a exploré plusieurs voies au fil des ans. Elle a étudié l'informatique à l'école, je crois. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde des affaires. La condescendance dégoulinait de chaque syllabe. Ses collègues ont hoché la tête avec sympathie, leurs expressions un mélange de pitié et d'embarras d'occasion. Pauvre Preston, leur visage semblait dire. Un homme si prospère accablé d'un enfant si décevant. J'ai laissé l'insulte passer sans répondre. La nuit était jeune. Le dîner a été servi dans la salle à manger principale, un espace caverneux avec un plafond peint pour ressembler à un ciel d'hiver. J'avais été placé à l'extrémité de la table, aussi loin de mon père que géométriquement possible, pris en sandwich entre 2 associés juniors de cabinet que je ne reconnaissais pas. Le message était clair. J'étais présente mais périphérique, incluse mais sans importance. Mon père a dominé la conversation tout au long du repas. Il a parlé longuement de sa vision pour Ashford Capital, de ses brillants pivots stratégiques, de son prochain partenariat avec Crane Investissement qui révolutionnerait les capacités technologiques de l'entreprise. Ses invités écoutaient avec une admiration appropriée, n'interrompant que pour offrir des compliments ou poser des questions conçues pour souligner son expertise. Pas une seule fois il n'a mentionné que son expansion avait presque 1000 entreprises en faillite. Pas une seule fois il n'a reconnu les mois de démêlés désespérés, les clients qui avaient fui, les membres du conseil d'administration qui avaient remis en question son jugement. Dans son récit, chaque revers n'était qu'un prélude à un plus grand triomphe. Entre les plats, ma mère est apparue à mes côtés. Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je suis si contente que tu sois venu », a-t-elle murmuré en me serrant la main sous la table. « Je sais que c'est difficile, mais ça signifie tout pour moi que tu sois là. » Est-ce que ça signifie tout pour lui aussi? Elle a tressailli à la question. Ton père a ses manières. Tu sais ça. Mais au fond, il s'en soucie. Il ne sait juste pas comment le montrer. 24 ans d'exclusion, 7 ans de silence, une vie à m'entendre dire que je ne valais rien. Et pourtant, ma mère trouvait des excuses. Pourtant, elle choisissait la loyauté envers lui plutôt que l'honnêteté avec moi. J'ai serré sa main en retour et je n'ai rien dit. Le dessert est arrivé avec éclat. Des soufflés au chocolat individuels garnis de feuilles d'or, bien sûr. Mon père s'est levé de sa chaise, un verre en cristal à la main, et la pièce est devenue silencieuse avec une obéissance habituée. Je tiens à remercier tout le monde de s'être joint à nous en cette soirée spéciale, a-t-il commencé. Noël a toujours été important pour la famille Ashford, un moment pour se réunir avec ceux qui comptent le plus, pour réfléchir à nos réalisations et pour envisager un succès encore plus grand pour l'année à venir. Il a fait une pause pour les faits, laissant son regard balayer les invités réunis. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Ashford Capital a subi une transformation importante récemment. Nous avons investi massivement dans de nouveaux marchés, de nouvelles technologies, de nouvelles capacités qui nous positionnent pour l'avenir de la finance. Son sourire s'est élargi. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous finalisons un partenariat avec Crane Investissement qui apportera le trading algorithmique de classe mondiale à notre plateforme. L'avenir n'a jamais été aussi prometteur. Des applaudissements ont parcouru la pièce. Mon père les a acceptés avec la confiance gracieuse de quelqu'un qui croyait mériter chaque louange qu'il recevait. Puis son attention s'est tournée vers moi. Bien sûr, tout le monde à cette table n'a pas emprunté le même chemin vers le succès. Son ton a changé, devenant plus léger, presque enjoué. La voix d'un homme sur le point de livrer une chute. Ma fille Vivien, par exemple,
a choisi de suivre sa propre direction il y a des années. Ordinateur, algorithmes et diverses autres expériences. Rire des invités, des rires indulgents et complices. Je me souviens lui avoir dit un jour que les machines ne pourraient jamais remplacer le jugement humain, que le vrai succès nécessitait des relations, de l'instinct, la capacité de conclure un accord. Il a secoué la tête avec une fausse perplexité. Elle n'était pas d'accord, si je me souviens bien. Elle pensait savoir mieux que son vieux père. Plus de rire. Mon visage brûlait, mais j'ai gardé une expression neutre. Alors dis-moi, Vivien. Il a levé son verre dans ma direction, un geste qui ressemblait à un toast mais qui ressemblait à une attaque. Après toutes ces années à faire tes preuves dans le monde réel, comprends-tu enfin ce que j'essayais de t'apprendre? As-tu appris que les rêves seuls ne paient pas les factures? Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir leur jugement, leur amusement, leur satisfaction de voir Preston Ashford humilier sa fille rebelle devant des témoins. Sterling a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées sur sa serviette. Il a commencé à se lever, à parler pour me défendre. Je lui ai fait un léger signe de tête. Pas encore. J'ai appris beaucoup de choses, ai-je dit doucement, soutenant le regard de mon père. Peut-être plus que vous ne le pensez. Il a ri et est retourné à sa place, rejetant ma réponse comme étant sans importance. Les invités ont repris leur conversation. Les serveurs ont débarrassé les assiettes à dessert. Une autre tournée de champagne a été servie. Personne n'a remarqué l'entrée de Montgomery Crane dans la salle à manger. Personne sauf moi. Montgomery Crane se déplaçait dans la pièce avec l'autorité tranquille d'un homme qui comprenait sa propre importance. Il a salué plusieurs invités en passant, serrant des mains et échangeant des banalités avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer dans ces cercles. Mon père l'a repéré presque immédiatement. Son visage s'est illuminé de l'enthousiasme particulier qu'il réservait aux personnes qui pouvaient faire avancer ses intérêts. Montgomery. Preston a traversé la pièce pour le rencontrer, la main tendue. Je commençais à m'inquiéter que tu ne viennes pas, mes excuses pour mon arrivée tardive. Des affaires exigeaient mon attention. Le regard de Montgomery a balayé l'assemblée avant de se poser brièvement sur moi. Le scintillement de reconnaissance était imperceptible pour quiconque ne le surveillait pas, j'espère que la soirée a été productive. Très. Je parlais justement à nos invités du partenariat. La réaction a été extrêmement positive. Excellent. Bien que je doive mentionner qu'il y a eu un développement concernant notre arrangement. Montgomery a accepté une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Quelque chose qui nécessite une discussion avant de continuer. Le sourire de mon père s'est resserré presque imperceptiblement. Bien sûr. Peut-être pourrons-nous parler en privé après le dîner. En fait, je pense que cette question particulière devrait être abordée maintenant. Devant vos invités. Montgomery s'est tourné vers la pièce, élevant légèrement la voix. Si je peux avoir votre attention un moment. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Le quatuor de jazz, sentant le changement d'atmosphère, a laissé sa pièce actuelle s'éteindre en silence. Mon père se tenait figé à côté de Montgomery, son expression prise entre la confusion et les premiers signes d'alarme. Ce n'était pas prévu dans sa soirée soigneusement orchestrée. Quelque chose se passait hors de son contrôle, et Preston Ashford ne tolérait pas les surprises. Beaucoup d'entre vous savent que Crane Investissement explore un partenariat avec Ashford Capital, a commencé Montgomery. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la technologie de base qui motive cet arrangement potentiel provient d'un fonds appelé VA Partners. Au cours des dernières années, ce fonds a généré des rendements qui comptent parmi les plus impressionnants du secteur. Leurs stratégies de trading algorithmique sont, franchement, révolutionnaires. Des murmures ont parcouru les invités. Mon père hochait la tête, clairement incertain de la direction que cela prenait, mais ne voulant pas interrompre un discours qui semblait faire l'éloge de l'accord pour lequel il avait si durement travaillé. Le fondateur de VA Partners a opéré dans l'anonymat le plus complet depuis la création du fonds, a poursuivi Montgomery. Très peu de gens connaissent son identité. J'ai moi-même appris la vérité récemment, et je dois avouer que la révélation a été assez surprenante. Il a fait une pause et j'ai senti le poids du moment peser sur ma poitrine. 7 ans de préparation, 7 ans de patience. Tout avait mené à cet unique instant. La presse financière a spéculé sans fin sur l'identité de celui qui a bâti ce fonds remarquable. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'un consortium d'investisseurs européens.
D'autres ont théorisé sur un milliardaire de la technologie reclus ou une équipe d'anciens analystes quantitatifs de Wall Street. Montgomery a souri. La réalité est bien plus intéressante. Mon père s'est agité, devenant visiblement impatient. Montgomery, bien que tout cela soit fascinant, peut-être pourrions-nous discuter des détails en privé. Preston, je pense que tu devrais entendre ça. Le ton de Montgomery portait une nouvelle acuité. En fait, je pense que tout le monde devrait entendre ça. Il s'est tourné vers mon bout de la table, et soudain tous les yeux dans la pièce ont suivi son regard. Le fondateur de VA Partners est présent ce soir. Elle a été ici tout le temps, assise tranquillement parmi vous, écoutant les conversations sur la technologie, l'innovation et l'avenir de la finance. Montgomery a tendu la main dans ma direction. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la fondatrice milliardaire de VA Partners, Vivian Ashford. Silence. Un silence absolu et suffocant. Je me suis levé de ma chaise, mes mouvements délibérés et sans hâte. Les visages autour de moi affichaient des degrés variables de choc, d'incrédulité et de compréhension naissante. Mais je ne les regardais pas. Je regardais mon père. Preston Ashford avait pris la couleur du vieux papier. Sa bouche s'est légèrement ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Pour la première fois de ma mémoire, l'homme qui avait toujours une réponse, toujours une stratégie, toujours le contrôle, semblait complètement perdu. C'est impossible, a-t-il finalement réussi à dire. Vivian ne. Elle ne pourrait jamais. Construire un fonds d'investissement d'1 milliard de dollars en utilisant les algorithmes et les stratégies que vous avez rejetés comme des rêves stupides? J'ai marché lentement vers lui, laissant chaque pas porter le poids de chaque insulte, de chaque exclusion, de chaque moment d'humiliation que j'avais enduré. Vous avez raison, cela aurait dû être impossible. Une femme de 24 ans sans relation, sans capital, sans soutien familial. Selon toutes les mesures auxquelles vous croyez, j'aurais dû échouer. Je me suis arrêté directement devant lui, assez près pour voir la veine pulser à sa tempe. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose à partir de rien. Pendant que vous vous étendiez sur des marchés que vous ne compreniez pas, perdant de l'argent sur une technologie que vous ne pouviez pas maîtriser, je développais des algorithmes qui surpassaient tout ce que votre entreprise a jamais créé. Ma voix est restée stable, calme, presque conversationnelle. Le partenariat que vous avez annoncé ce soir, la technologie révolutionnaire qui était censée sauver Ashford Capital. Elle vient de mon fonds, de mon travail, de la fille dont vous avez dit qu'elle n'arriverait jamais à rien. La pièce est restée figée. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même les serveurs avaient cessé de circuler, piégés dans la gravité du moment. Ma mère était assise à table, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Sterling s'était levé de son siège, se tenant à l'écart de la foule, son expression prise entre le chagrin et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Béatatrice a pressé sa main contre sa poitrine, la bouche bée de stupeur non dissimulée. Le sang-froid de mon père a commencé à se fissurer. Je l'ai vu se produire en temps réel. Le tremblement de ses mains, le clignement rapide des yeux, la recherche désespérée de mots qui pourraient sauver sa dignité. « Tu mens » a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. C'est une sorte de piège, un stratagème pour m'embarrasser. Montgomery? Je n'ai pas détourné le regard de mon père. Voudriez-vous confirmer les détails? Vivian Ashford est en effet la fondatrice et la propriétaire majoritaire de VA Partners, a déclaré Montgomery. J'ai examiné la documentation personnellement. Il n'y a aucun doute sur son identité ou ses réalisations. Mais elle était. Mon père s'est accroché au récit qu'il avait construit, à l'histoire qu'il s'était racontée et qu'il avait racontée à tout le monde pendant 7 ans. Elle travaillait comme serveuse, vivait dans un appartement quelconque dans le Queens. Elle n'avait rien. J'avais tout ce qui comptait. J'ai senti la vérité de ces mots résonner dans mes os. L'intelligence, la détermination, la certitude absolue que je vous prouverai que vous aviez tort. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Pendant toute ma vie, Preston Ashford avait regardé sa fille et n'y avait vu que de la déception, que de l'échec, qu'un problème à résoudre ou à ignorer. Maintenant, enfin, il était forcé de voir ce que j'étais devenu. La technologie dont votre entreprise a besoin pour survivre existe parce que vous m'avez jeté. J'ai laissé chaque mot atterrir avec précision. Les algorithmes que vous avez moqués valent maintenant plus que toute votre entreprise.
La fille que vous avez effacée de votre héritage est la seule raison pour laquelle Ashford Capital pourrait avoir un avenir. Je me suis reculé, créant une distance entre nous. Mais voici ce que vous devez comprendre, père. Ce partenariat, celui que vous prévoyez d'annoncer comme votre triomphe, n'existe que parce que je n'ai pas encore décidé d'y mettre fin. J'ai soutenu son regard. La survie de votre entreprise est entre mes mains maintenant. La fille sans valeur détient tout le pouvoir. Mon père n'a rien dit. Pour la première fois de sa vie, Preston Ashford n'avait pas de réponse. Autour de nous, les décorations de Noël scintillaient d'une joie creuse. Le quatuor de jazz restait silencieux. Les invités assistaient à quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait prévu. Un règlement de compte qui couvait depuis 7 ans. La pièce attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Moi aussi. Mon père s'est remis plus vite que prévu. Le choc initial s'est dissipé de son visage, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus familier. Preston Ashford n'avait pas bâti un empire en se rendant à la surprise. En quelques instants, il se recalibrait, cherchant un angle qui lui permettrait de reprendre le contrôle du récit. Eh bien, il a redressé sa veste avec une précision délibérée. Il semble que ma fille ait hérité de plus de mes instincts que je ne le pensais. Quelques rires nerveux se sont dispersés dans la foule. Mon père a saisi l'occasion, sa voix se faisant plus forte. J'ai toujours su que Vivant avait du potentiel. Mes méthodes étaient peut-être peu conventionnelles, mais il est clair que l'approche de l'amour vache a produit des résultats. Il a écarté les mains dans un geste de magnanime acceptation. Quel père ne serait pas fier de voir son enfant atteindre un tel succès? L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Il essayait de s'attribuer le mérite. Après tout, les années de mépris, les mots cruels, la certitude absolue que j'échouerais, il tentait de réécrire l'histoire devant des témoins qu'il avait entendu se moquer de moi moins d'une heure auparavant. L'amour vache, ai-je répété la phrase lentement, laissant son absurdité remplir le silence. C'est comme ça que vous appelez le fait de dire à votre fille qu'elle n'arrivera jamais à rien? C'est comme ça que vous appelez le fait de l'exclure de toutes les réunions de famille pendant toute son enfance? C'est comme ça que vous appelez le fait de la mettre à la porte de la maison avec rien parce qu'elle a refusé de devenir votre employé? La chaleur a disparu de son expression. Vivant, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Vous avez choisi le moment et l'endroit. Je l'ai interrompu sans élever la voix. Vous avez invité ces gens pour célébrer votre prétendu triomphe. Vous avez utilisé ce dîner pour m'humilier devant vos collègues. Vous m'avez demandé devant tout le monde si j'avais enfin appris que les rêves ne paient pas les factures. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle. Laissez-moi vous dire à quoi ressemblait vraiment l'amour vache dans la maison des Ashford. Mon frère a reçu une voiture pour son 16e anniversaire. Le mien a été complètement oublié. Sterling a passé des étés à apprendre le métier familial pendant qu'on me disait de rester dans ma chambre pendant les fêtes de Noël parce que ma présence était gênante. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention de Stanford, mon père n'y a pas assisté. Quand je lui ai montré les algorithmes qui allaient finalement me rendre milliardaire, il les a rejetés comme des rêves stupides qui ne réussiraient jamais. Ma mère a poussé un léger cri de détresse. J'ai continué quand même. Il y a 7 ans, je me tenais dans son bureau et j'ai refusé de devenir une subordonnée dans son entreprise. Je voulais construire quelque chose de mon cru en utilisant des compétences qu'il considérait comme sans valeur. Pour ce crime, il m'a dit que je n'étais plus sa fille et m'a ordonné de partir. Ce n'est pas, a commencé mon père. J'ai passé des mois à dormir sur des canapés, à travailler comme serveuse, à nettoyer des chambres d'hôtel pour survivre. Je ne lui ai pas laissé l'espace pour interrompre. Pendant que vous disiez aux gens que j'avais échoué, je construisais un fonds qui finirait par contrôler plus de capitaux que toute votre entreprise. Pendant que vous meniez Ashford Capital à la ruine avec des stratégies que vous ne compreniez pas, je développais la technologie dont vous avez maintenant désespérément besoin. Le silence qui a suivi était absolu. Les invités qui avaient ri des blagues de mon père quelques minutes plus tôt étudiaient maintenant leurs chaussures ou fixaient le plafond. Personne ne voulait croiser son regard. Sterling s'est avancé du bord de la foule. Elle dit la vérité. Toute la vérité. La tête de mon père s'est vivement tournée vers son fils. Sterling. Non, papa. J'en ai assez de faire semblant. La voix de Sterling s'est brisée avec des années de frustration refoulée. Je t'ai vu traiter Vivien comme si elle ne valait rien toute sa vie. J'ai vu maman cacher des cartes d'anniversaire et des bulletins scolaires parce qu'elle avait peur de ta réaction. Je t'ai vu effacer ta propre fille des photographies de famille.
Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai toutes les idées. Sterling s'est déplacé pour se tenir à côté de moi. Tu m'as utilisé comme une arme contre elle. Tu m'as fait choisir entre être ton héritier et être son frère. Et j'ai fait le mauvais choix pendant bien trop longtemps. Ma mère s'est levée de son siège, des larmes coulant ouvertement maintenant. Elle n'est pas allée vers mon père. Elle est venue vers nous, vers Sterling et moi, et a pris ma main dans les siennes. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré, pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Pour chaque fois que j'ai laissé la peur me faire taire. Nous nous sommes tenus ensemble, nous trois, face à l'homme qui avait contrôlé nos vies si longtemps. Derrière lui, son public soigneusement sélectionné de partenaires commerciaux et de relations sociales regardait la famille Ashford se fracturer le long de lignes qui avaient été invisibles pour tout le monde sauf pour nous. Mon père a regardé sa femme et son fils se tenir aux côtés de la fille qu'il avait reniée. Un instant, j'ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. Pas du remords, exactement, mais peut-être le début de la compréhension que son pouvoir avait des limites qu'il n'avait jamais reconnues. C'est absurde. Sa voix avait perdu son tranchant autoritaire. Un malentendu montait en épingle. Vivant, quels que soient tes griefs, nous pouvons en discuter en privé. Il n'est pas nécessaire de... De quoi? De dire la vérité devant des gens qui comptent pour vous? J'ai secoué la tête. Vous avez passé toute ma vie à vous soucier davantage de votre réputation que de votre famille. Alors, laissez votre réputation entendre exactement quel genre d'homme vous êtes. J'ai lâché la main de ma mère et je me suis avancé vers lui une dernière fois. Ashford Capital survit en ce moment parce que VA Partners ne s'est pas retiré des discussions de partenariat. L'initiative technologique de votre entreprise dépend entièrement des algorithmes que j'ai développés. Les investisseurs institutionnels qui maintiennent votre entreprise à flot sont les mêmes investisseurs qui font confiance à mon fonds. J'ai fait une pause, laissant les implications s'installer. Je pourrais détruire tout ce que vous avez construit d'un seul coup de fil. La peur a vacillé sur son visage. Une vraie peur, peut-être pour la première fois depuis des décennies. Mais je ne vais pas le faire. La tension dans la pièce a changé. Les yeux de mon père se sont plissés, cherchant le piège. Vous détruire serait facile. Cela me rendrait aussi exactement comme vous. Quelqu'un qui utilise le pouvoir pour écraser quiconque le défie. J'ai redressé les épaules. Au lieu de cela, je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour moi. Je vais vous donner une chance. Quel genre de chance? Le partenariat peut se poursuivre, mais pas à vos conditions. VA Partners prendra une participation majoritaire dans la division technologique d'Ashford Capital. Vous vous retirerez des décisions opérationnelles et permettrez à des personnes ayant une véritable expertise de guider la transition. J'ai soutenu son regard. Sterling supervisera la restructuration. Il a passé des années à nettoyer tranquillement vos erreurs. Il est temps qu'il soit reconnu pour ce travail. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu t'attends à ce que je cède mon entreprise à, je m'attends à ce que vous acceptiez la réalité. Ma voix est restée calme mais inflexible. Vos choix sont simples. Acceptez ces conditions et Ashford Capital survit. Refusez et je me retire entièrement du partenariat. Sans notre technologie et sans le soutien de Crane Investissement, votre entreprise s'effondrera d'ici un an, peut-être plus tôt. La pièce retenait son souffle. Mon père se tenait immobile, piégé entre sa fierté et sa survie. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à tout contrôler autour de lui, ce moment devait ressembler à une noyade. Chaque voie à suivre exigeait qu'il renonce à quelque chose qu'il appréciait. Finalement, presque imperceptiblement, ses épaules se sont affaissées. Il semble que je n'ai pas le choix. Vous avez exactement le choix que vous m'avez donné il y a 7 ans. Je me suis reculé, créant une distance entre nous. La différence, c'est que je vous offre un avenir qui est plus que tout ce que vous m'avez jamais offert. Je me suis tourné et je me suis dirigé vers la sortie. Ma mère et Sterling m'ont emboîté le pas. Derrière nous, l'homme le plus puissant que j'ai jamais connu se tenait seul au milieu de ses décorations scintillantes et de ses invités stupéfaits, comprenant enfin ce que signifiait perdre tout ce qu'il pensait important. L'air de décembre a frappé mon visage comme un baptême alors que je sortais sur le trottoir devant le Sterling Crown Society. Derrière moi, la tour scintillait de lumière de Noël, ses fenêtres brillant d'une lueur chaude contre la nuit froide de Philadelphie. À l'intérieur, la célébration soigneusement orchestrée de mon père s'était effondrée en quelque chose dont il ne se remettrait jamais. Ses invités composaient probablement déjà les messages qu'ils enverraient à leurs collègues et concurrents,
propageant l'histoire de ce dont ils avaient été témoins. Le matin, tous les acteurs importants de Wall Street sauraient que la fille sans valeur de Preston Ashford était devenue milliardaire pendant qu'ils ne regardaient pas. Je ne me suis pas retourné. Ma mère est sortie par les portes un instant plus tard, suivie de Sterling. Nous nous sommes tenus tous les trois ensemble sur le trottoir, notre souffle formant de petits nuages qui se dissolvaient dans l'obscurité. Personne n'a parlé immédiatement. Certains moments nécessitent le silence pour s'installer correctement. Finalement, ma mère a tendu la main vers la mienne. J'aurais dû te protéger. Sa voix était pleine de larmes qu'elle n'essayait plus de cacher. Toutes ces années, je me suis dit que je maintenais la paix. Que les choses iraient mieux si j'attendais. Si je donnais juste le temps à ton père de changer d'avis. Elle a secoué la tête. J'ai été une lâche. J'ai choisi le confort plutôt que ma propre fille. Tu avais peur. La peur n'est pas une excuse. Pas quand ton enfant souffre. Elle a serré mes doigts. J'ai gardé ce chèque pendant 7 ans, me disant que je trouverais le bon moment pour te le donner. Mais il n'y a jamais eu de bon moment parce que je n'ai jamais été assez courageuse pour en créer un. J'ai pensé à la femme que j'avais été à 24 ans, désespérée, seule, grattant assez d'argent pour survivre une autre semaine. 50 000 $ auraient tout changé à l'époque. Cela m'aurait donné un peu de répit, des options, le luxe de la patience. Au lieu de cela, j'avais bâti mon empire à partir de rien. Chaque succès avait été mérité par ma propre détermination, sans le filet de sécurité que ma mère avait eu trop peur de fournir. C'était peut-être mieux ainsi, ai-je dit lentement. Peut-être que j'avais besoin de le faire seul. Cela ne rend pas ce que j'ai fait juste. Non, ce n'est pas le cas. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Mais je ne suis plus intéressé à m'accrocher à la colère. Elle a servi son but. Elle m'a poussé à prouver quelque chose qui avait besoin d'être prouvé. Maintenant, je veux avancer. Ma mère a éclaté en de nouvelles larmes et m'a prise dans ses bras. Pendant un long moment, je l'ai simplement laissé me serrer, sentant la chaleur d'une connexion qui avait été absente pendant tant d'années. Elle sentait la même chose que dans mes souvenirs d'enfance. Des roses et de la vanille, le parfum qu'elle avait porté toute ma vie. Certaines choses ne changeaient pas, même lorsque tout le reste changeait. Sterling a attendu que nous nous séparions avant de parler. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'entreprise? Eh bien, ça dépend de toi. J'ai étudié le visage de mon frère à la lueur ambrée des lampadaires. L'offre que j'ai faite là-bas était sincère. VA Partners s'associera à Ashford Capital, mais seulement si tu prends le contrôle opérationnel. L'ère de papa est terminée. La question est de savoir si tu veux construire quelque chose de nouveau ou tout abandonner. Il a examiné la question avec plus de sérieux que je ne l'avais prévu. Le fils en or, l'héritier présomptif, pesant réellement la possibilité d'abandonner le trône qu'on l'avait préparé à hériter. Béatrice veut que je parte, a-t-il admis. Elle me supplie depuis des années de trouver autre chose. Quelque chose qui ne nécessite pas une proximité constante avec papa. Le stress a presque détruit notre mariage. Que veux-tu? Je veux arranger les choses. Il a rencontré mes yeux. Pas seulement avec toi, bien que cela compte plus que je ne peux le dire. Je veux construire quelque chose dont je puisse être vraiment fier. Quelque chose qui ne nécessite pas de marcher sur les gens ou de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, alors reste. Répare ce que papa a cassé. Construis l'entreprise qu'Ashford Capital aurait dû être depuis le début. Un sourire a traversé son visage. Hésitant mais sincère. Partenaire? Partenaire. Nous nous sommes serrés la main là, sur le trottoir, scellant un accord qui aurait semblé impossible quelques semaines plus tôt. Le frère qui avait choisi la sécurité plutôt que la loyauté était enfin prêt à défendre quelque chose. La sœur, qui avait été chassée, était enfin prête à laisser quelqu'un entrer. Une voiture s'est arrêtée au bord du trottoir. La berline noire que j'avais arrangée plus tôt dans la soirée. Mon chauffeur est sorti et a ouvert la portière arrière, attendant patiemment. Je devrais y aller, ai-je dit. Il y aura beaucoup de choses à régler dans les semaines à venir. Avocat, contrat, plan de restructuration. Montgomery Cran voudra discuter des termes modifiés du partenariat. Ma mère a touché mon bras. Te reverrons-nous bientôt? Je veux dire, pas dans 7 ans. Je ne disparais pas cette fois. Les mots semblaient étranges dans ma bouche, mais aussi justes. Nous avons beaucoup de temps perdu à rattraper.
Je ne dis pas que ce sera facile ou que je suis prête à oublier tout ce qui s'est passé, mais je suis prête à essayer. Elle a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Sterling a mis son bras autour de ses épaules, la soutenant. Je suis monté dans la voiture et je les ai regardés par la fenêtre alors que le chauffeur s'éloignait du trottoir. Deux silhouettes se tenant ensemble dans le froid, devenant de plus en plus petites à mesure que la distance entre nous augmentait. Ma famille, brisée et imparfaite, est commençant enfin à guérir. Le trajet de retour à Brooklyn a duré près d'une heure dans la circulation des fêtes. J'ai passé la plupart du temps à regarder par la fenêtre, regardant les lumières de la ville défiler. Philadelphie a cédé la place au pont Benjamin Franklin, ses câbles ornés de décorations qui scintillaient contre l'eau sombre en dessous. Puis les rues plus calmes de mon quartier. Des brownstones décorés de couronnes et de bougies électriques. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé. Des meubles modestes, des décorations simples, un espace conçu pour la fonction plutôt que pour l'impression. J'ai accroché mon manteau dans le placard et je me suis versé un verre de vin, puis je me suis tenu à la fenêtre surplombant la rue. Il y a 7 ans, je m'étais tenu à une fenêtre similaire dans un motel bon marché près de JFK, fixant un plafond taché d'eau et me demandant si je survivrais à la semaine. J'avais 24 ans, j'étais fauchée, seule et absolument certaine d'une seule chose, que je ferais regretter à mon père ce qu'il avait fait. Maintenant, ce moment était arrivé. La vengeance que j'avais si soigneusement planifiée s'était déroulée exactement comme je l'avais imaginé, peut-être même mieux. Mon père avait été exposé, humilié, forcé d'affronter les conséquences de sa cruauté devant tous ceux qui comptaient pour lui. Justice avait été rendue. Alors pourquoi me sentais-je si calme à l'intérieur? Je m'étais attendu à un triomphe, à de l'euphorie, à la satisfaction féroce de la victoire après une longue campagne. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus doux, d'achèvement peut-être, le sentiment qu'un chapitre se terminait et qu'un nouveau commençait. La vengeance m'avait animé pendant 7 ans. Elle avait alimenté mon ambition, aiguisé ma concentration, m'avait donné une raison de continuer à me battre quand tout semblait impossible. Mais debout ici maintenant, regardant la neige commencer à tomber dehors, je comprenais que la vengeance avait aussi été une prison. Tant que je me définissais par ce que mon père m'avait fait, je restais piégé dans son ombre. Ce soir, j'étais sorti de cette ombre pour toujours. Le vin était bon. La neige était belle. Demain apporterait des complications, des défis et le dur labeur de construire quelque chose de nouveau. Mais ce soir, la veille de Noël, je me suis permis d'être simplement présente, de ressentir de la gratitude pour le chemin parcouru et de l'espoir pour ce que je pourrais devenir. Mon téléphone a vibré avec un message de Sterling. Une photographie de lui, de Béatrice et de leurs enfants réunis autour d'un sapin de Noël avec la légende « Merci de m'avoir rendu ma famille ». J'ai souri et j'ai tapé une réponse. Joyeux Noël, mon frère. Puis j'ai posé le téléphone, j'ai fini mon vin et j'ai regardé la neige tomber sur Brooklyn jusqu'à ce que mes yeux se ferment de sommeil. L'histoire de Vivian Ashford, la fille sans valeur devenue milliardaire, ne faisait que commencer. Mais l'histoire de Vivian Ashford cherchant à se venger de son père était enfin, heureusement, terminée. Si vous vous êtes retrouvé dans cette histoire ce soir, si vous reconnaissez la douleur d'être rejeté ou la faim de faire vos preuves, j'espère que vous emporterez quelque chose avec vous. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui n'ont pas réussi à la voir. Votre avenir n'est pas écrit par ceux qui ont essayé de vous retenir. Construisez quelque chose de beau à partir des morceaux brisés que vous avez reçus. Et quand viendra le temps d'affronter les personnes qui ont douté de vous, choisissez le genre de pouvoir qui vous libère plutôt que celui qui vous enchaîne au passé. C'est la vraie victoire. C'est la seule vengeance qui compte.